Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! C'est une bonne question et une vaste question. Moi, j'imagine le monde du travail dans 15 ans. Un monde où on ne rajoute pas, on ne saupoudre pas son travail d'enjeux écologiques ou sociaux, mais on remet ces enjeux-là au cœur, dans l'ADN même au départ de tous les boulots qu'on peut faire dans la réflexion. Donc, ne pas le rajouter comme une tuile en plus sur la toiture déjà bien construite, mais le rajouter en pilier en fait, de ces engagements au travail ou de tout type de travail qu'on peut faire. Aujourd'hui, j'accueille Florian Bourguignon, fondateur de l'association We Act for Earth, qui aide les indépendants, TPE et PME à mettre en place des actions éco-responsables au travail. À travers cette interview, nous abordons les 3 pôles de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Nous voyons que ces 3 pôles, qui sont l'écologie, le social et l'économique, sont interconnectés et que le développement de l'entreprise de demain dépend de la prise en compte de l'humain et de l'environnement. Nous abordons également les difficultés rencontrées dans la mise en place de la RSE en entreprise afin de pouvoir les dépasser avec des exemples d'actions concrètes, autant en tant que salarié que dirigeant. Mais avant tout, Florian nous partage son cheminement et son ouverture d'esprit. Ce qui est important, c'est de valoriser chaque pas, chaque action et non pas de culpabiliser. Et c'est de faire tout d'abord un chemin intérieur pour exprimer une autre conscience dans l'entreprise. Bonjour Florian, je suis ravie de t'accueillir ici. Bonjour, mais je suis ravi d'être là aussi. Alors, pour commencer, peux-tu nous dire qui es-tu ? Succinctement, je m'appelle Florian Bourguignon, j'ai 32 ans, j'habite Stockholm et je suis le fondateur d'une association qui s'appelle We Act for Earth. Et comment tu en es arrivé à cette association ? Quel fut ton cheminement ? Vaste question. Le projet We Act for Earth, il est né il y a 4 ans, mais je ne savais pas qu'il existait encore quand je suis parti aux États-Unis avec ma femme. On a atterri à San Francisco. Et j'avais comme objectif, en revenant de ces vacances-là, de m'acheter un Porsche Macan, parce que ma société fonctionnait bien, et de tester tous les fast-food américains. Et quand on est arrivé le soir, très tard, on allait manger dans un dîner, on a mangé un bon gros burger, et le lendemain, je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé à ma femme, je lui ai dit, est-ce que ça dit qu'on regarde un reportage sur comment est fait la viande ? Et donc, vous voyez où est-ce que je vais en arriver. J'ai regardé ce reportage, c'était assez violent et c'est à partir de ce jour-là que j'ai eu mon premier déclic écologique. J'ai ce jour-là réalisé, aller comprendre pourquoi moi qui étais gros viandard, le fait que manger les animaux c'était pas ok pour moi et un fil écologique en tirant plein d'autres derrière, j'ai pris conscience aussi d'autres choses sur le mode de fonctionnement du monde et mon envie de créer de l'impact positif à mon niveau. Donc, en rentrant des États-Unis, ça s'est traduit déjà par, comme vous en doutez, par un changement de diète. Donc, j'ai arrêté de manger de la viande rouge, du poulet, et puis j'ai fait ça progressivement en arrêtant du coup les œufs, les produits laitiers. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis vegan et 4 ans que je suis végétarien. Bien évidemment, mon engagement éco-citoyen, c'est pas arrêté là, puisque j'ai découvert plein d'autres choses. J'ai découvert le site Ça commence par moi de Julien Vidal, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'autres domaines où je pouvais faire plein de choses intéressantes pour créer de l'impact positif à mon niveau en tant que citoyen.
Et comme vous en doutez, quand on fait plein de choses à la maison, au bout d'un moment, on a envie de les faire aussi dans sa société. En l'occurrence, j'avais la chance d'être entrepreneur à mon compte, donc je me suis posé très rapidement, c'est pas vrai, au bout d'un an et demi, la question de comment est-ce que tu mets en place tes valeurs personnelles, comment est-ce que tu les fais transparaître dans ta vie professionnelle. Je me suis mis rapidement en recherche de solutions assez concrètes et pragmatiques à mon image pour aller répondre à cette problématique-là. Et je me suis très rapidement aussi confronté aux limites du marché aujourd'hui. Quand on parle d'éco-citoyenneté dans l'entreprise, on utilise un gros mot qui n'est pas très connu en France et mal perçu, qui est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est en découvrant cette RSE et comment est-ce qu'elle a été mise en place dans les grands groupes que je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant que je puisse la mettre aussi en place dans ma société. Et c'est là où je me suis rendu compte que malheureusement, les indépendants, notamment, sont peu ou mal adressés aujourd'hui sur ces sujets. Et c'est de là qu'est né le projet We Act for Us pour aider ce public-là à mettre en place des actions éco-responsables de leur quotidien professionnel. Et au fur et à mesure que le projet a grossi, on l'a lancé en janvier 2020. On s'est dit qu'on aimerait bien aussi adresser d'autres exclus de cette RSE qui ne sont pas toujours bien adressés par le marché, parce que j'entends les TPE et les PME. Donc, si on prend déjà juste en France indépendant TPE et PME, c'est 98,8% du tissu économique français. Donc, les grands groupes pèsent lourd dans la balance économiquement, plus de 50% de la valeur ajoutée, mais les petites entreprises, bien évidemment, aussi, sachant qu'en France, sur les 3,9 millions de sociétés qui comptent le tissu économique français, 3 millions sont des indépendants. Et aujourd'hui, ce que j'ai tendance à dire, c'est que le freelancing, la micro-entreprise, c'est un peu le nouveau CDI, avec tous ces étudiants ou ces personnes en reconversion qui arrivent sur un marché du travail qui est un peu saturé, avec des méthodes de management qui ne leur correspondent pas forcément et des problématiques d'alignement sur les valeurs. Donc, on a beaucoup de personnes qui créent des boîtes avec comme seul objectif de gagner de l'argent, et bien souvent de manière illimitée, parce que ça, c'est noté dans les statuts de manière très légale. Il faut croître absolument. Dans quelle limite, on ne sait pas, mais ça n'est pas posé, sachant qu'on fait face aussi aujourd'hui à des problématiques de limites planétaires. Donc voilà pour la faire courte, longue, sur le projet We Act for Us et les engagements. Alors, déjà, si j'ai bien compris, ce qui t'a permis de faire le lien avec l'entreprise et ce que tu avais découvert au niveau écologique et on va dire ton changement de perception, c'est le fait que toi, tu étais déjà indépendant et donc que tu as eu envie de mettre cette compréhension, de la mettre tout de suite dans ton entreprise. Oui, effectivement. Ouais. Moi, j'avais déjà une boîte qui s'appelle Wineo que j'ai pratiquement arrêtée aujourd'hui, que j'ai ouverte il y a 4 ans. J'avais créé ma boîte via un parcours de création d'entreprise avec une structure qui s'appelle le BGE, un parcours à l'intérieur duquel on te parle quasi à aucun moment donné de développement durable. C'est-à-dire que les parcours aujourd'hui de création d'entreprise et globalement les entrepreneurs se créent avec un des 3 piliers qui, à mon sens, crée en fait des sociétés qui sont complètement bancales et pas adaptées aux enjeux climatiques et sociaux actuels. Les 3 piliers, pour rappel, c'est le pilier économique, il faut bien gagner de l'argent dans le monde qu'on a créé en tout cas, le pilier écologique et le pilier social. Donc, moi, j'avais créé ma boîte avec comme seul objectif de me rémunérer, point barre, et sans limite. Je m'étais jamais posé la question aussi à partir de quand en fait je suis satisfait de cette rémunération, plus toutes les autres questions qui peuvent être sous-jacentes, en fait, qui ne le sont pas, qui font partie des 2 autres piliers, de quel est l'impact négatif, positif que j'ai avec ma société ou que je souhaite créer en matière d'impact positif sur l'environnement et le social. Et donc, justement, quand on en avait parlé, pour toi, tu m'avais dit que l'entreprise de demain, elle serait pour toi écologique et sociale et qu'il y avait vraiment le lien entre les deux était très important. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, j'ai envie de dire l'entreprise et l'être humain et les êtres humains qui les composent. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de cette responsabilité-là, on la ramène de suite au mot RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et en fait, là, c'est un peu tout le monde y va de sa définition et de ce qu'on peut mettre derrière. Mais pour moi, il est très important de mettre derrière le mot sociétal ces enjeux économiques, mais aussi ces enjeux sociaux. Et ça veut dire à un moment donné ne pas parler que de CO2 quand on parle d'impact écologique avec un gros E,
mais aussi parler de l'impact social et du rôle que peuvent avoir les entreprises là-dedans. Alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle quand même en France l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui est très forte sur justement cet aspect social et qui a pratiquement tout à faire sur l'aspect environnemental. Et de l'autre, on a des sociétés qui ont parfois des raisons d'être écologiques ou sociales et qui essaient d'adresser un ou l'autre des sujets. Et de l'autre, on a des sociétés du tradit qui n'adressent bien souvent ni l'un ni l'autre. Et c'est sûr que quand on commence à adresser ces sujets de responsabilité sociétale, c'est impératif en fait de se dire ok, je vais pas adresser uniquement aujourd'hui ce qui est principalement adressé dans les médias sur les sujets d'écologie avec un grand E, à savoir le réchauffement climatique, la problématique numéro 1. Mais en fait, il y a d'autres problématiques numéro 1 qui sont tout aussi importantes. Est-ce que si demain on change, on arrive à sauvegarder la biodiversité, ralentir le réchauffement climatique, etc., est-ce que pour autant ça va changer et résoudre le problème qui fait qu'on en est arrivé aujourd'hui à des problèmes de réchauffement planétaire, etc. Je ne pense pas. Donc pour moi, l'aspect social, il est aussi sur l'évolution des consciences, sur le fait de bien se rendre compte qu'aujourd'hui, si on va juste sur les émissions de CO2, et je vais faire lien avec le social, 73% des émissions de CO2 mondiales, elles sont émises par le Nord. Et en parallèle de ça, c'est majoritairement le Sud qui paie les conséquences du réchauffement climatique, qui sont aussi des conséquences sociales, de manque d'accès à l'eau, de devoir migrer, de création de zones de conflit, de guerre, d'instabilité géopolitique. Et ça, je pense que c'est super important aussi à prendre en compte. C'est OK, comment est-ce que moi je fais pour réduire mon empreinte climatique en lien avec le réchauffement et en lien avec une maîtrise que tout le monde connaît, qui est le CO2, mais aussi derrière, comment est-ce que je fais pour aller diminuer l'impact social que tout ça va créer, et d'ailleurs créer même en local par ma société, parce qu'il y a des impacts sociétaux qui sont créés directement en local sans forcément aller chercher dans les pays du Sud. Et tu as des exemples justement dans le cadre d'une société qui ont mis ces deux pans en œuvre et de voir comment ça se répercute l'un sur l'autre? Oui, il y en a plein. Typiquement, We Act Force, nous, quand on s'est créé, on s'est dit on veut donner un maximum d'actions possibles à nos petites entreprises qui nous rejoignent pour adresser l'intégralité du CRISM RSE. Sur la partie sociale, ça va être de bosser sur tout ce qui touche à la diversité dans l'entreprise, au processus d'inclusion. Ça va être tout ce qui touche au handicap. Ça va être en partie sur la partie sociétale, tout ce qui touche à la qualité de vie au travail, comment est-ce qu'on prend soin de ses collaborateurs. Après, je peux te donner plein d'actions, on en a un peu plus d'une centaine. Et tu peux donner justement des actions qui ont touché autant le côté environnemental, on va dire, que le côté social, tu vois, où le lien est fait? Yes. Sur l'aspect social, nous, on propose beaucoup de choses sur la partie donation et mécénat. Donner de son temps, donner des fonds, donner du matériel à une association ou une structure qui œuvre pour le bien commun. Là, tu vois, typiquement, pour réagir par rapport à l'actualité, au moment où on enregistre ce pod, il y a quand même une guerre en Ukraine. Donc là, on a une fiche d'action dédiée pour venir en aide à l'Ukraine. D'ailleurs, je vais mettre dessus. Je peux te donner des exemples de choses qui sont faites, du don financier, du don matériel, donner de son temps, proposer d'accueillir des réfugiés chez soi. Là, on donne la liste des associations avec lesquelles tu peux travailler, les portails qui ont été créés, justement en lien avec la guerre en Ukraine. Là, tu vois, je suis en train de voir que, par exemple, là, les actions qui ont été déclarées, il y a 9 organismes qui ont déclaré cette action sur notre plateforme. Ça fait 36 kilos de denrées collectées, 50 heures de bénévolat, presque 5 000 € de collectés pour la guerre en Ukraine et 6 personnes qui ont contribué dans ces structures-là à donner du temps de travail. Ça peut être également sur la partie sociale, sociétale, donner son sang, donner du temps à d'autres structures associatives qui résolvent plein d'autres problèmes, parce qu'il y en a énormément, et je vais dire, le plus compliqué, c'est de choisir. Ça peut être sur la partie économique, écologique, changer de banque, changer de fournisseur, changer d'assurance, se questionner en fait à partir du moment où tout ce qui est en négatif sur votre compte concrètement, qu'est-ce que votre argent nourrit? Est-ce que vous donnez votre argent à une structure qui a comme seul pilier le pilier économique, qui est potentiellement en fonction de sa taille la rémunération d'actionnaire, ou est-ce que vous donnez votre argent qui a ce pilier-là mais qui en a d'autres et qui s'interroge sur son impact écologique et son impact social?
Ça peut être là, on a une action sur Time for the Planet, soutenir des projets financièrement qui ont envie de lutter directement contre le réchauffement climatique. Pour moi, l'aspect social, ça touche aussi à l'aspect qualité de vie au travail, avec des choses très concrètes qui pourraient être qualifiées de greenwashing, mais qui ne le sont pas à mon sens, puisque chaque pas est important. Mettre en place la méditation, optimiser le poste de travail de ses collaborateurs, les faire accompagner par un coach externe, en dehors du management, pour les aider à progresser et communiquer avec le management, justement. Bosser sur les gestes qui sauvent dans l'entreprise, jusqu'à optimiser l'éclairage sur le poste du poste de travail, à l'intégration des nouveaux collaborateurs et le processus de passation entre les jeunes générations et les anciennes générations dans l'entreprise. Il y a plein d'actions qui peuvent être menées sur l'intégralité de ces prismes-là. Et tout le sens de ta question, c'est de se dire, on ne peut pas tout faire, mais on peut tous faire quelque chose. Et quand on prend la décision de faire quelque chose, essayer d'aller à la fois avancer sur ces sujets de soutenabilité économique, mais aussi de soutenabilité écologique et de soutenabilité sociale. Sur la soutenabilité économique, il y a un point qui est super important, parce que souvent on se dit, mais qu'est-ce que je peux changer? J'ai pas envie de changer tout mon modèle économique, etc. Moi, ce que j'ai fait avec ma boîte à mon niveau, c'est déjà d'opérer une transformation dans le choix des clients avec lesquels je travaille. Parce que le temps, notre temps, c'est ce c'est ce qui a le plus de valeur. Et donc, à partir du moment où on choisit de travailler avec des structures qui sont un peu plus engagées, ça, c'est un vrai impact, c'est une vraie action RSE. Et donc, des structures un peu plus engagées, en tout cas, moi, ma définition, c'est une structure dont la raison d'être est de contribuer d'une manière ou d'une autre à résoudre un problème environnemental, écologique ou social. Tu mets bien en avant que chaque pas est important et, et peut-être aussi ce côté de ne pas culpabiliser, d'être pas parfait partout, mais déjà de mettre en place des actions, et c'est ça qui est le plus important. C'est ces petites actions qui, petit à petit aussi, vont faire progresser chaque entreprise ou chaque indépendant sur ce chemin. Exactement. C'est pour ça que j'utilise cette phrase. On peut pas tout faire, mais on peut tous faire quelque chose. Et s'il y a un truc à retenir de cette interview, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de petits gestes. En fait, il y a que des, il y a que des, il y a que des gestes qui contribuent au bien commun et et à ce qu'on propose une planète, en tout cas, qui soit aussi sympathique à vivre à nos enfants et aux prochaines générations. Et d'ailleurs, tu sais, il y a un livre que j'ai lu et qui m'a fait bien prendre conscience aussi de cette connexion entre le social et le sociétal et l'environnemental. We Act First est une religion, est une association apolitique. Donc, on n'est pas relié à aucun parti. En tout cas, moi, je me suis mis parce que je suis intéressé par tout ce qui touche au livre de la religion, tout ce qui touche à la religion. Je suis en train de lire le Coran, j'ai lu la Bible, etc. Parce que je trouve que c'est des livres qui sont super intéressants dans la manière d'aller mobiliser les foules et que chaque personne puisse s'approprier le message de fond. Et il y a vraiment un livre que je conseillerais de lire, c'est le livre de l'encyclique Loué sois-tu. Alors, je vous donne ce livre-là parce que je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'écologie. C'est un encyclique de l'écologie. Un encyclique, c'est un bouquin qui est écrit par le pape François. En général, ils en écrivent 2 à 3 dans leur carrière, les papes. Et là, c'est le premier livre dédié à l'écologie. Ce livre est super intéressant parce qu'il y a plein de notions qui sont liées à la fois à l'aspect social et environnemental, qui rappellent que il n'y a pas de lutte écologique sans de lutte contre la pauvreté, qui rappellent qu'aujourd'hui, juste avant le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui restent, qui fassent les autruches et qui ne bougent pas, il faut qu'on sorte de la globalisation de l'indifférence. Ça va pas fonctionner. Et en tout cas, on ne pourra pas rester comme ça trop longtemps puisqu'on commence à voir les effets secondaires du réchauffement climatique et sociaux en France aujourd'hui. Là, au moment où on se parle, à Toulouse, il fait 30 degrés. On est en mai. C'est pas normal. En avril dernier, la France était en alerte canicule et sécheresse dans certains départements. Sans compter qu'au moment où on se parle, il y a des pics de température de 50 degrés qui sont battus au Pakistan et en Inde. On va plus pouvoir ignorer ça. Et tout ça, en fait, ça joue sur le social. L'augmentation, la perte de pouvoir d'achat des Français. Là, on le voit, les prix sont en train d'exploser partout dans le monde, notamment sur les denrées. On peut pas. Donc, la globalisation de la différence, ça peut plus fonctionner. Et il faut effectivement que chaque personne s'y mette et fasse un petit geste, un peu à l'image du colibri qui va éteindre le feu.
Et justement, si on revient sur l'entreprise, ce qui bloque souvent, c'est que je pense qu'il y a des croyances là-dessus qui sont qu'on oppose souvent la prise en compte de l'environnement et de l'humain justement face à la croissance et à la productivité des entreprises. Non, bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'opposition. Euh, moi, je suis pas un bisounours qui te dira va dans le développement durable, ça va changer toute ta vie et tu pourras avoir les retombées économiques directement derrière. En revanche, je suis convaincu qu'il y a des retombées directes et indirectes qui aujourd'hui permettent aux entreprises de s'y retrouver très largement économiquement d'un point de vue de la croissance et de la productivité de leurs collaborateurs. Si je devais déjà faire le lien avec juste la productivité des collaborateurs, un collaborateur productif, c'est un collaborateur heureux. Donc, comment est-ce qu'on rend nos collaborateurs heureux? Alors, on leur verse un salaire et on augmente un peu de temps en temps tous les ans, effectivement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les questions de sens et d'écoute de leurs besoins au fur et à mesure de leur carrière. Il y a tout ce qui touche aussi à la qualité de vie au travail, qui est un des points qui est super important dans la RSE. Donc, un collaborateur heureux, c'est un collaborateur qui va pouvoir s'épanouir à l'intérieur, en dehors de l'entreprise. C'est un collaborateur qui va proposer des actions de team building avec des associations locales ou pas. C'est un collaborateur à qui on va donner la parole. C'est un collaborateur à qui on va offrir de la transparence aussi sur le mode de rémunération dans l'entreprise, qui gagne quoi, quelles sont les différences, comment est-ce qu'on rémunère nos actionnaires s'il y en a, est-ce qu'on a imposé des limites là-dessus. C'est un collaborateur qu'on va inclure au maximum au final dans la gouvernance de la structure. Donc, c'est un collaborateur qui va rester. C'est un collaborateur qui va recommander l'entreprise, qui va en devenir un ou une ambassadrice, ambassadeur. C'est aussi des recrutements facilités. C'est-à-dire que aujourd'hui, et en particulier les startups, elles font face à quelque chose qui s'appelle la guerre des talents. C'est une misère de recruter je parle même pas d'un candidat qui est engagé avec des valeurs écologiques ou sociales. C'est juste d'un candidat qui correspond à la fiche de poste et à la philosophie de l'entreprise. Donc, si vous bossez sur les sujets RSE, vous allez élargir d'autant plus la possibilité de créer, moi, ce que j'appelle un match, et plus précisément un match d'engagement, c'est-à-dire entre ce qui fait ce que vous êtes, et c'est pas forcément qu'avec les RSE, mais c'est aussi la manière dont vous incarnez et vous mettez en place les valeurs de l'entreprise dans le quotidien professionnel. Et ça, pour pouvoir faire ça, il faut mettre en place des actions, et pour pouvoir attirer des nouveaux collaborateurs, les faire rester, mais aussi en recruter de nouveaux et qui restent, il faut valoriser ces engagements-là. Et en fait, là, ce que je viens de décrire, tout simplement, c'est comment ça se passe une démarche RSE. C'est décide avec les collaborateurs comment ça va se passer, on met en place des actions, on les valorise. Et après, on utilise tout ce processus de valorisation-là pour les fidéliser, augmenter leur productivité et faciliter nos recrutements. Et bien évidemment, in fine, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la base de la croissance économique d'une structure? C'est ces humains à l'intérieur. Sans salariés, il n'y a pas de croissance. Donc, si les salariés sont contents, restent et sont productifs, ça crée de la croissance économique, donc ça vient augmenter le chiffre d'affaires. Et plein d'autres choses autour. La communication, la marque employeur, l'image de marque, carrément le personal branding de la structure, etc. etc. Et on le voit beaucoup d'ailleurs dans les secteurs en crise actuellement, comme on en parlait, la restauration, où ceux à l'heure actuelle qui ont tous leurs employés, c'est effectivement ceux qui apportaient autre chose. Et effectivement, alors que la plupart des autres restaurateurs ont vraiment énormément de problèmes du coup à trouver des gens, des salariés. Et je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que quand on parle de RSE, donc apporter ces choses-là, il faut bien se positionner sur qu'est-ce que j'apporte en interne, mais aussi qu'est-ce que j'apporte en externe, parce que la RSE, elle est aussi externe avec les notions de partie prenante. Comment est-ce que j'interagis avec mes fournisseurs, avec mes clients, notamment dans le cadre d'un restaurant, c'est super important. Comment est-ce que j'interagis aussi avec mon environnement administratif, légal? On l'a bien vu avec la crise du Covid-19. Je veux dire, si la moitié des restaurants et globalement des entreprises avaient bossé sur leur gestion des risques, et dans la gestion des risques, il y a effectivement le risque de crise sanitaire, je dis pas qu'il y aurait eu... je pense qu'il y aurait... Si, je le dis, en fait, je pense qu'il y aurait moins de sociétés qui auraient fermé, ou en tout cas, si elles avaient avancé sur ce sujet, qui est un des sujets de la RSE, la gestion des risques et de la résilience, c'est-à-dire travailler sa dépendance à certaines choses qui font que ça peut mettre la société en défaut ou créer un risque. Je pense notamment, si on prend l'exemple des indépendants,
Il y a combien d'indépendants aujourd'hui qui créent leur boîte qui ont 1 ou 2 clients? Trop. Ça, c'est un vrai risque. Parce que si demain tu perds un client, tu perds 50 de ton chiffre d'affaires. Et je parle pas que des indép. Il y a plein de boîtes aujourd'hui qui fonctionnent comme ça. Et la gestion des risques et résilience, il y a combien de boîtes aujourd'hui qui ne prennent pas soin de leurs collaborateurs, qui mettent pas en place les entretiens annuels, qui n'ont pas d'entretien de feedback en cours d'année, qui ne prennent pas soin de la formation de leurs collaborateurs, etc. Et au final, les collaborateurs partent quand il y a une crise, encore plus facilement. Et c'est ce à quoi on fait face aujourd'hui beaucoup de restaurateurs, un secteur qui aujourd'hui, c'est en France en tout cas, il est bien connu pour que les méthodes de management soient vraiment pas adaptées, en tout cas aux besoins et à ce qu'il faudrait mettre en place pour respecter les salariés. En tout cas, pas adaptées de partout, parce qu'il y a des restaurateurs qui font quand même un boulot extraordinaire. Et du coup, quelles sont pour toi les difficultés rencontrées par la mise en place de ces actions, que ça soit du côté d'entreprises qui voudraient le faire, des dirigeants qui pourraient les mettre en place, ou même de salariés qui, à l'inverse, n'ont pas forcément l'écoute des dirigeants, des deux points de vue? Ouais, il y en a beaucoup de difficultés. La RSE, c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile à mettre en place. Nous, ce qu'on entend souvent, que ce soit de la part du dirigeant ou des quelques salariés qui peuvent porter la démarche si on n'a pas formalisé notre RSE, c'est-à-dire, en fait, il y a plein de petites actions qui peuvent être menées, mais ça n'a jamais été posé dans un cadre. Donc la difficulté, c'est de réussir à poser le cadre avec les équipes. Ce qui nécessite, à un moment donné, l'intervention bien souvent d'une intervenante ou d'un intervenant extérieur qui va venir aider à faire ça. Et ça, c'est lié aussi au fait que c'est compliqué parfois de prendre du recul sur sa propre activité, surtout quand on va parler d'un sujet sur lequel on n'est pas expert et qui recouvre en fait, des centaines, des milliers d'autres sous-sujets, parce que les RSE, j'ai envie de dire, tout est RSE. Il va y avoir aussi, notamment chez les indépendants, les TPE, les PME, les demandeurs d'emploi, les étudiants, nous, les cibles, en fait, ce public qu'on adresse aujourd'hui, un manque de temps. Globalement, ces structures-là, ces personnes-là sont fourrées au moulin. Donc ça veut dire que, notamment quand on est indépendant, on est comptable, on est marketeur, on est communicant. La plupart du temps, on passe nos journées à essayer de résoudre des problèmes. Et donc, il faudrait rajouter par-dessus ça le sujet RSE. Ça peut être compliqué à un moment donné de le mettre dans son emploi du temps et ou de ne pas décaler le créneau RSE pour avancer sur ces sujets. Il y a aussi un souci au niveau des compétences, parce que, comme je le disais, la RSE recouvre énormément de sous-sujets. Nous, on a un peu plus de 55 experts dans le collectif dans différents domaines. Bien évidemment, quand tu te lances dans ce sujet-là, tu n'as pas toutes ces expertises-là. Donc, il faut être capable d'aller les trouver. Donc, ça revient aussi avec la problématique de temps. Est-ce que tu as le temps de le faire, d'aller chercher l'info, de creuser, etc. Je dirais, en plus du temps, des compétences, de la formalisation, il y a aussi tout un aspect budget. On ne va pas se le cacher, aujourd'hui, le budget de ces petits acteurs est assez restreint. Nous, c'est pour ça aussi qu'on s'est créé en association, parce qu'on veut et ça fait partie du modèle économique de l'asso de s'appuyer sur des mécènes qui sont là pour nourrir non pas des objectifs économiques, mais des objectifs d'impact, pour justement aller soutenir ces petites structures qui ne sont pas adressées sur ces sujets. Et je dirais que la dernière problématique aussi auquel une TPE-PME peut faire face en particulier, c'est le fait d'embarquer les collaborateurs. Ou à l'inverse, d'embarquer la direction. Nous, ce qu'on voit souvent quand même, vu qu'on s'adresse aux directions, c'est comment est-ce que moi, Jean-Michel, qui ai lu le dernier rapport du GIEC et qui a 2 enfants, a envie de faire bouger ses collaborateurs parce qu'effectivement, on a 3 ans pour inverser la courbe de CO2 et avant qu'il fasse vraiment trop chaud sur Terre. Si tant est que c'était que le seul problème, parce qu'il y a quand même une énorme montée des inégalités sociales en France et dans le monde. Comment est-ce que je fais pour aller inclure mes collaborateurs là-dedans? Donc, ça veut dire co-construire, ça veut dire les sonder, ça veut dire prendre le temps aussi de créer des ateliers. Ça veut dire tout simplement mettre des ressources là-dessus, budgétaires notamment. Ça veut dire les écouter aussi, être prêt à ce que certaines visions ne soient pas forcément celles que j'avais au départ en matière d'actions concrètes qu'on pourrait mener. Ça veut dire aussi écouter ces parties prenantes qui sont autour, parce que des fois, nous, c'est souvent ce qu'on dit.
ça sert à rien d'aller formaliser sa RSE, soit tout seul avec la direction, soit juste les salariés, soit juste les salariés et la direction. Il faut aussi inclure tout ce qu'il y a autour dans l'environnement, les parties prenantes. Donc je disais tout à l'heure, les fournisseurs, les clients, les prospects. Parce que ce qui peut avoir de l'importance et de l'impact pour nous, ça n'a pas forcément ce qui peut avoir le même niveau d'importance et d'impact pour ces parties prenantes. Donc il y a un vrai équilibre à trouver quand on démarre sa démarche RSE là-dessus entre ce qui a de l'impact et de l'importance pour soi, ses collaborateurs et ses parties prenantes. Voilà à peu près les principales difficultés. Et je dirais qu'en termes de solutions, après ça, si demain là, vous écoutez le podcast et vous vous dites bah, tiens, moi de toute façon, ma direction n'est pas très sensibilisée sur ces sujets, mais j'ai quand même envie de faire des choses, bah, la porte est grande ouverte dans le collectif parce qu'en tant que collaborateur, vous pouvez faire plein de choses et nous, on propose des actions sur ce sujet. Et c'est ce qu'on appelle, moi c'est ce que j'appelle la stratégie bottom-up, c'est-à-dire que vous partez du bas de la pyramide pour aller sensibiliser le haut. Et ça se passe par la mise en place d'actions. N'attendez pas que votre direction se bouge sur ces sujets. Il y a plein de choses que vous faites à la maison, que vous pouvez aussi faire dans votre entreprise. Ça passe aussi pour beaucoup de choses par des discussions avec les collègues, en évitant la culpabilisation et aussi en restant le plus possible facteur d'exemple et essayer de faire entrer avec, et ça prend du temps, il va falloir être patient, vos collègues et la direction dans une dynamique inspirationnelle. Vous dites, bah, tiens, il ou elle est en train de le faire, pourquoi pas moi, quoi. Et à un moment donné, vous allez pouvoir toucher des cordes qui vont intéresser vos collègues. Par exemple, j'en sais rien, vous faites de la méditation, vous voulez le déployer dans la boîte, pas que tout le monde s'en fout. Mais par contre, vous savez qu'il y a un collègue qui a déjà donné son sang. Pourquoi pas lui demander comment ça s'est passé, le faire avec lui. Et peut-être que ça l'amènera aussi à découvrir une activité éco-responsable que vous êtes en train de mener. Donc, tout le monde a des cordes sensibles différentes. Il faut réussir à trouver quelles sont les cordes sur lesquelles vous pouvez faire vibrer les collaborateurs ou la direction. Et après, en sens inverse, si vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous sentez bien que vos collaborateurs n'ont pas grand-chose à faire de ce sujet, bah déjà, c'est de les sonder. Et puis après, c'est de commencer petit, quoi, par des petites actions pour leur montrer que tout le monde peut avoir un impact et que chaque petite action peut faire une différence. Plateforme pour ça, moi qui la connais en tout cas de ce que vous mettez en ligne et de ce que vous proposez en termes de formation, d'action, effectivement très très bien faite et très complète. Donc ça peut donner beaucoup d'idées quand on veut commencer quelque part. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc n'hésitez pas à y aller, en effet, parce que là-dessus, je pense que vous pouvez apporter beaucoup pour faire avancer les choses dans les entreprises à tous les niveaux, comme tu l'as dit. Yes. Alors, tu nous as déjà conseillé un livre. Est-ce qu'il y en aurait un autre que tu nous conseillerais pour faire évoluer notre vision du travail? Peut-être plus sur la partie plus travail, plus monde du travail? Moi, il y a un livre qui m'a... Il y en a tellement des livres qui m'ont fait voler. En fait, j'ai même pas envie de proposer un truc en lien avec le travail. D'accord. Alors, J'ai envie de proposer un livre en lien avec sa personne. Parce que je pense que s'il y a un truc qu'on ne dit pas assez dans l'urgence et la nécessité en lien avec le réchauffement climatique et l'égalité sociale, c'est la nécessité de faire évoluer sa propre conscience. Et tout commence par là. Tout à l'heure, quand j'ai dit j'ai regardé un reportage sur les abattoirs et je ne sais même pas pourquoi, c'est faux. C'est lié avant ça à 3 ans de développement personnel. Avec de la lecture de livres qui m'ont... En fait, si on veut se reconnecter au vivant, c'est quasi impossible de le faire si on n'est pas connecté à soi-même. C'est bête, hein, c'est un peu la soupe au développement personnel qu'on peut entendre un peu partout, mais c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Je veux dire, si on n'est pas connecté à soi-même, et quand je dis à soi-même, c'est à son cœur, à ses émotions, à sa sensibilité qui peut y avoir autour de soi, et pas seulement avec sa famille et ses amis. Regarder son enfant de la même manière qu'on regarde un arbre. Là, je vais très très loin, et ça veut dire aller loin, mais en tout cas, la même manière dont on regarde le vivant autour de soi, de refaire partie, parce qu'au final, quand on est, c'est exactement ça, de refaire partie de quelque chose de plus grand, de se rappeler en fait qu'on est là, qu'on n'est que de passage et qu'on est égaux par rapport à toute la biodiversité qu'il peut y avoir sur Terre et se reconnecter à cette biodiversité-là.
Et avant ça, du coup, se reconnecter à soi-même, ça me paraît être une étape incontournable avant d'aller lire des bouquins sur comment appliquer ça dans sa boîte. Parce que si on ne l'applique pas avec soi-même, on va le faire pendant quelques mois, mais au final, ça ne va pas créer le déclic que d'engagement pérenne que moi, j'ai eu à un moment donné sur la défense des animaux et du vivant, et qui, je sais, et c'est un bouton qui ne redescendra pas, je le sais, et j'ai plus besoin de forcer là-dessus. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'effort ni dans la privation, parce que j'ai fait ce travail-là à l'intérieur en amont, et sur mon chemin, je suis tombé sur ce truc-là. Et ce n'est pas arrivé par hasard, j'ai travaillé là-dessus. Ah non, j'imagine bien, c'était un déclic, c'est qu'il y avait beaucoup de choses de posées préalablement. Exactement. Donc, le bouquin, je conseillerais là-dessus. C'est le titre qui m'énerve, mais le bouquin, il est sympa. C'est Le moine qui vendit sa Ferrari. Il est super intéressant, ce bouquin, pour plein de raisons. Je ne vais même pas rentrer dans le détail. C'est le meilleur bouquin de développement personnel que j'ai lu, en particulier pour les gens qui démarrent, parce qu'il est super pragmatique, il donne des bons conseils, et il est aussi ancré dans une histoire qui nous permet de se projeter et aussi de s'identifier à travers ce parcours initiatique du héros des temps modernes qui a décidé de se changer soi-même avant de vouloir changer le monde. Je te remercie. On prend celui-ci alors. Où peut-on te retrouver? On peut me retrouver principalement à Stockholm. Là, actuellement, il fait très beau. Alors, vous pouvez venir entre juin et septembre. Le reste du temps, il fait un peu noir et froid. Non, je plaisante. C'est une super ville le reste de l'année. On a simplement une luminosité qui est un peu mal répartie. Non, vous pouvez me retrouver sur déjà le site de We Act For Earth, comme ça se prononce avec le chiffre 4.com ou .fr. Ça vous ramènera sur notre site et qui reprend de manière, pour certains sujets, de manière beaucoup plus développée ce qu'on vient d'évoquer ici, et surtout qui vous permettra de trouver des actions ultra concrètes pour avancer sur ces problématiques de formalisation, de cadrage, d'idées d'action et de passage à l'action. En bref, de faire votre part. Vous pouvez me retrouver également sur LinkedIn. Je suis très actif. C'est un outil que j'utilise beaucoup puisque dans mon ancienne société, je donnais des conseils sur cet outil-là. Je vais donner le mot, même s'il n'est pas très sexy, j'étais expert LinkedIn. Donc, c'est un outil que j'utilise pour le bien aujourd'hui, même s'il est détenu par Microsoft. J'ai fait mon deuil là-dessus. Je l'utilise énormément pour sensibiliser. Plusieurs millions de personnes par an voient mes posts. Donc, je fais, comme vous en doutez, essentiellement des posts autour de la transition écologique et sociale. Voilà les deux principaux canaux. Et puis, bien évidemment, je suis très ouvert. Donc, si vous voulez m'écrire ou quoi que ce soit, vous êtes bienvenus. Eh bien, écoute, de toute façon, je rajouterai les liens, moi, dans la présentation de l'épisode, pour que vous puissiez aller les récupérer directement. Merci beaucoup, Florian, pour cet échange qui fut très riche. Avec grand plaisir, à bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt.